Cette illustration réalisée par Jordan, le cofondateur du site QI Basket, avec Trae Young qui dit chute à tout le monde dans la salle. Des Hawks qui ont fait une saison plutôt mitigée, je pense qu'on peut le dire. Après déjà une saison mitigée, un peu moyenne, ils ont fait venir Dejounte Murray pour 3 pics de draft. Résultat, donc nouvelle saison moyenne avec une excellente attaque, enfin au moins une bonne attaque, je sais plus leur rating sur la saison, et une très mauvaise défense. Et résultat, ça donne un Nate McMillan viré en février et remplacé par Quinn Snyder, l'ancien coach du Jazz. La saison se termine sur une 8ème place. Ils réalisent un très bon play-in puisqu'ils obtiennent le 7ème seed en battant Miami et s'en vont affronter les Celtics. Azad, je te laisse parler un peu de cette série. Bah, c'est une série qui a duré plus longtemps que prévu, au final. Les Celtics étaient très clairement favoris. Mais on pensait pas que ça irait jusqu'en 6. Bon, il y a même des moments où on a commencé à s'inquiéter un peu, enfin pas moi, mais il a commencé à y avoir des débats si les Celtics pouvaient sortir, parce que ça arrivait à la même période où les Bucks perdaient 3-1 contre le Heat. Et bah, je me rappelle, je pense que c'était un des premiers live que j'ai fait, et on devait faire un peu les pronostics. Est-ce que les Bucks et les Celtics vont être éliminés au premier tour ou pas? Et en fait, une série qui a été plutôt bonne contre les Celtics parce qu'ils ont su exploiter à fond les faiblesses de Boston en défense. Les 36 ans d'Al Horford en particulier. 37, 36, toujours anniversaire au niveau des playoffs, mais bon, voilà, Pas c'est 45 ans, vieille canne, Ford. quoi. Presque, ça dépend si tu le vois en attaque ou en défense. Dans le corner, quand il a juste à shooter, il a l'air très jeune. Ils ont bien exploité ça, ils ont connu une bonne surchauffe offensivement aussi. En particulier Murray qui a genre rentré plus de 3 points et avec un plus gros pourcentage que Trae Young sur la série. Une petite surchauffe, mais ils ont très bien exploité en fait les potentiels avantages qu'ils pouvaient créer face à la défense de Boston. Et en plus, ça arrivait un petit peu d'une bonne fin de saison quand même offensivement, où ils ont su aussi utiliser l'avantage qu'ils peuvent avoir au rebond offensif justement. Ils ont gagné le play-in contre Miami enfin pas juste grâce au rebond offensif, mais en grosse partie En grâce belle à ça. partie, ouais. Donc ils ont bien su l'utiliser contre Boston aussi. Et puis Boston avait un jeu très aseptisé de toute façon offensivement pendant toute la série, enfin toutes les playoffs. Donc c'est un peu comme ça qu'ils ont réussi à sortir de bonnes playoffs contre Boston. Pas mal de signes encourageants. Toujours très frustrant un petit peu aussi de voir Murray et Young en même temps sur le terrain. Bogdanovic qui continue aussi peut-être qui arrive mieux à se plugger à côté des deux d'ailleurs. Et puis des bonnes surprises comme Jalen Johnson, Sadiq Bey aussi qui avait réussi une bonne série. Et même DeAndre Hunter qui fait des choses potentiellement plutôt positives en défense sur Jason et Jalen et qui arrive à rentrer ses shoots. Donc tout était à peu près aligné pour que ça se passe bien côté Hawks. Ils ont fait une bonne série en plus. Mais voilà, c'est quand même sorti en 6 contre Boston. Ouais, finalement, la logique a été plutôt respectée. Mm. Ce qui nous amène donc sur l'intersaison, avec la draft de Kobe Bufkin en 12e position, si je ne me trompe pas. Et je vous mets, évidemment, comme d'habitude, son scouting report via envergure à l'écran et dans le chat. Donc plutôt un guard... Bon, je vous lis un peu le scouting report, hein, mais assez à l'aise des deux mains dans son dribble, assez efficace au cercle et avec un bon impact défensif. Avec un tir extérieur qui peut être correct, un peu de playmaking, mais qui physiquement est peut-être un peu frêle encore. 1m93 pour 79 kg, ce qui n'est pas très élevé, mais qui va pouvoir, enfin, il va avoir le temps de progresser là-dessus pendant les saisons qui arrivent. Arrivée de Kobe Bufkin, alors moi quand j'ai regardé un petit peu des prospects pour Miami, c'est un peu devenu mon chouchou. J'aimais beaucoup le fait qu'il soit très à l'aise balle en main, qu'il puisse aller au cercle et qu'il puisse scorer un peu de loin. Donc on verra bien ce que ça donne. Alors il va être derrière deux guards dominants, enfin dominants balle en main du moins. Je sais pas ce que ça va donner du coup, s'il aura beaucoup de temps de jeu, mais ça peut être une pioche intéressante pour le poste de backup. S'en est suivi le trade de John Collins, qui a servi notamment à baisser la masse salariale et descendre sous la taxe afin de re-signer Dejounte Murray. Vous en avez pensé quoi de ce move? Alors en off, on n'était pas trop d'accord
entre AZ et N5 et moi sur John Collins. Du coup, je vous laisse en parler, je peux te laisser commencer AZ. Ben non, mais pour moi, c'est un bon move de se débarrasser de Collins. Dans tous les cas, en plus, mentalement, il était dans les trades, dans les rumeurs de trade à chaque été ou à chaque fin de trade deadline. Donc, dans tous les cas, il n'était pas pressenti pour rester. Et je pense qu'au bout d'un moment, c'est bien d'avoir réussi à faire le move. Bon move de le trader. Pas forcément une bonne. Enfin, tu vois, un bon enchaînement qui s'enchaîne avec une signature et de prolonger Murray. Donc bon, tu vois, c'est pas forcément. Enfin, tout ce côté-là, un petit peu de leur effectif, j'aime pas du tout. Enfin, je comprends pas trop l'intérêt d'avoir gardé Collins aussi longtemps et d'être allé chercher des gens de Temeray. Mais c'est vrai que sur le profil de Collins, bon, c'est vrai que c'est pas un profil que je trouve très intéressant dans la NBA actuelle. Parce que, bah, comme on disait, il peut pas vraiment créer de mismatch. Je pense que tu peux mettre un guard qui va défendre sur lui. Il va pas forcément pouvoir l'attaquer de telle manière avec la balle en main. Donc, c'est sûr qu'off-ball, il va proposer de la menace verticale, mais c'est pas non plus un truc sur lequel tu peux compter pendant des années et des années, parce que forcément, les années passent et les cannes vieillissent. Sur le 3 points, c'est pas un joueur qui en prend assez et qui fait ça assez bien pour vraiment offrir du spacing. Donc oui, c'est vrai qu'il va pouvoir punir, comme vous disiez, sur certains moments, mais c'est plus le spacing que je vais attendre d'un bon shooter que vraiment la capacité punitive, en tout cas, de sentir. Donc non, c'est vraiment pas un joueur que je trouve très bon. Au rebond, il apporte pas grand-chose, que ce soit collectivement ou individuellement. Défensivement, il peut pas vraiment défendre des postes extérieurs. À l'intérieur, il n'a pas le physique vraiment pour tenir et il propose pas de rotation au cercle assez qualitatif pour vraiment empêcher au panier. Bon, voilà quoi, une fois qu'on a fait le tour, en vrai, c'est pas forcément un joueur que tu as envie d'aller chercher. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont eu que Rudy Gay et des tours de draft en échange et qui c'était vraiment juste du dump salarial parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup d'équipes qui vont être intéressées par un profil comme ça, à part une équipe qui tank comme le Jazz. N5, je te vois secouer la tête. C'est faire un peu des liens de causalité très rapides à mon sens, étant donné qu'il y a aussi un intérêt financier de la part des Hawks. Je ne sais pas à quel point ils ont tâté le terrain non plus, ou à quel point ils ont tardé à le trader alors qu'ils avaient des offres un peu plus intéressantes que celle-ci dernièrement. Et puis surtout, le fait qu'ils ne voulaient pas récupérer grand-chose justement pour faire Mm. de la place. Donc je pense que tu vas un petit peu vite en besogne. Mais ça fait Tout longtemps comme qu'ils je veulent le trouve trader quand que même. tout comme je trouve, certes, enfin, c'est pas parce qu'il est dans les rumeurs, notamment les rumeurs médiatiques, que l'équipe veut le trader. Deux choses qui, Mm. encore une fois, sont pas forcément liées. Ok. Alors, peut-être c'était le cas, je sais pas. Mais je veux dire, c'est pas forcément fondamentalement lié. Ça peut être juste des insiders qui disent, qui pourraient justement, par exemple, ils peuvent surévaluer le joueur et dire justement, grâce à lui, on peut avoir autre chose. C'est peut-être pas le cas et peut-être que justement l'équipe n'est pas dans cette optique-là. Et après, sur l'argument des Cannes les années passant, ça va. Il n'est pas encore grabataire, je trouve. Et surtout, je trouve que il, il matchait bien en fait avec Trae Young. Pour le coup, un Mhm. mec qui justement n'a comme menace vers le cercle que sa verticalité, oui, très bien, mais c'est parfait avec Trae Young en fait. Genre vraiment, c'est ce genre de joueur que tu peux mettre à côté de lui et maximiser justement. Après, j'entends que ce soit pas Ouais. forcément le joueur parfait ou qu'il élève pas plus que ça ni ton plancher ni ton plafond. Je vais pas me batailler là-dessus. Je suis pas, j'ai pas scouté particulièrement le joueur et tout. Et j'avais cru entendre toutes ces critiques, notamment défensives. Mais Ouais, c'est ça. mais à côté de ça, voilà, faut pas oublier qu'il y avait vraiment une volonté d'économie en fait du board d'Atlanta cette saison. Et je pense que c'est avant tout cette chose-là qui motive le trade et surtout une contrepartie risible qui peut être coupée et qui peut ne pas coûter justement pour vraiment économiser à fond l'ensemble du salaire de Collins, quoi. Et puis à côté de ça, ça vous laisse quand même une problématique sur le poste 4 puisque il va falloir savoir quel joueur mettre à ce poste. Théo l'écrit parfaitement dans la preview. Il y a des choses, il y a des possibilités différentes et intéressantes selon ce que coach Snyder voudra faire. Mais voilà, il n'y a pas de solution en tout cas évidente parce que chacune a ses points positifs et ses points négatifs. Mais tu vois, sur le fait, par exemple, qu'ils aient échangé Collins, qui est un poste 4 plutôt que Capella
Onyeka Okongwu, ça dit quand même qu'il préfère avoir un doublon au poste 5 que que de le garder. Donc ça prouve bien que eux peuvent apporter aussi cette menace verticale, mais par contre eux vont aussi pouvoir apporter d'autres choses, bah, de la présence défensive justement, de la protection de cercle, même si c'est pas élite des deux côtés, et un peu plus défensivement. Et donc même offensivement, il y a un peu plus de passing sur l'un des deux. Donc clairement, je pense que ça dit quand même des choses que de tous les joueurs qu'ils auraient pu utiliser pour faire des économies, son contrat est des biens, mais c'est aussi, ils sont prêts à avoir un doublon sur le poste de pivot plutôt que de le garder lui et de continuer l'aventure ainsi, quoi. Donc Après, ils avaient clairement identifié des manques, je pense. le contrat de Capella va jusqu'en 2024-2025, saison donc, Mm. suivante, hein, pas celle qui vient Ouais. la prochaine. Alors que l'extension de Onyeka Okongwu va se faire demander, puisque c'est sa dernière année de contrat Mm. rookie. Je pense que après moi j'ai une vraie question sur le poste de pivot, c'est est-ce que l'un peut être titulaire à plein temps par rapport à l'autre? Moi j'ai l'impression qu'ils ont besoin des deux. Parce que autant Clint Capella peut pas avoir trop de minutes et donc du coup a besoin d'un backup solide qu'est Onyeka Okongwu. Autant je trouve qu'en fait Onyeka Okongwu, même si on attendait beaucoup de lui, moi le premier, je m'attendais à ce qu'il explose. Si vous refaites un podcast de Guillaume de l'année passée, j'attendais l'année passée ou l'année encore d'avant, je sais plus. J'attendais potentiellement une saison MIP pour le pivot à Atlanta. Mais il y a quand même des difficultés en termes de fautes. Il Mm. y a aussi des choses comme ça qui font que est-ce qu'il peut vraiment apporter autant sur autant de minutes comme s'il était titulaire à 30 minutes plus? C'est pas totalement sûr. J'ai un peu l'impression qu'ils ont besoin des deux aussi dans Mm. ce cadre-là. Alors, Donc voilà. t'as un peu saboté mon plan. Parce que c'était un peu Oui, une des questions excuse-moi. que j'allais poser plus Excuse-moi, tard, mais Quentin. c'est pas grave, hein, on y reviendra peut-être un peu plus en détail après, on aura l'occasion d'en discuter. J'allais juste faire un point rapide sur Vas-y, vas-y, je t'en l'effectif. prie. Euh, Dans les arrivées, on a vu aussi Patty Mills arriver, ainsi que Wesley Matthews et Mohamed Gay. Et départ, seulement John Collins, donc pas eu beaucoup de changements. J'aime bien l'arrivée de Wesley Matthews en vétéran qui peut encore dépanner un petit peu. Pas forcément sur de longues minutes, mais qui va pouvoir aider par-ci par-là. Il avait été plutôt bon avec les Bucks ces dernières années, donc joueur plutôt intéressant. Ce qui nous donne donc un roster composé de Alamen, Trae Young et Patty Mills. Sur l'arrière, Bogdan Bogdanovic, Kobe Bufkin, AJ Griffin, Garrison Matthews, Dejounte Murray. En ailier, Sadiq Bey, DeAndre Hunter, Wesley Matthews. En ailier fort, Mohamed Gay, Jalen Johnson. Et à l'intérieur, Clint Capella, Bruno Fernando et Onyeka Okongwu. On parlait de Okongwu et de Clint Capella, on peut repartir là-dessus tout de suite si tu veux. Okongwu, donc, tu as quand même quelques réserves sur ce joueur, notamment sur sa capacité à jouer longtemps. Azad, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce joueur? Est-ce que c'est le moment pour lui de passer titulaire cette saison? Bah, je pense qu'en tout cas, ça coûte rien d'essayer. Clairement, la limite de minutes va venir. La limite de minutes, oui, c'est ça. Oui, la limite des minutes va venir par les fautes. Mais il y a des joueurs NBA qui sont passés outre ça, hein. On voit Jaren Jackson Jr. qui est passé d'un joueur qui était difficilement jouable sur tout un match à cause de ses fautes et au final maintenant qui a réussi, qui est toujours un défaut du nombre de fautes qu'il fait, mais qui a réussi à garder un poste de titulaire et même d'être des défenseurs de l'année. Donc enfin je veux dire c'est pas une tare, c'est pas il lui manque pas un doigt quoi, c'est un truc qui peut en tout cas corriger au fur et à mesure. Surtout qu'il apporte des choses différentes. C'est ça, ils sont complémentaires dans le sens où ils peuvent pas jouer ensemble, mais ils apportent des choses différentes. Donc en fonction de la match-up, ils sont complémentaires dans un effectif, disons. Il va être beaucoup plus capable de switcher. Il va apporter un peu plus de space, de passing et de spacing aussi, parce qu'il peut quand même, il peut quand même prendre des tirs à mi-distance. Donc ouais, moi j'aime bien son rôle, tu vois, il peut être un peu plus dans un rôle de connecteur sur du short roll, là où Capella, ça va être plus un rim runner pur et dur. Il reste très efficace, surtout au cercle, mais bon, dans un rôle de finisseur, il est très bon. En fait, il est très bon dans ce qu'il fait. Donc moi je pense que c'est clairement le moment de le passer titulaire. Après, est-ce que en termes de coaching, selon, tu vois, les systèmes et les line-up qui sont mis en place, si lors des matchs ou lors des tu vois, même du coaching du summer camp et toutes ces choses-là, ils se sont rendus compte qu'ils matchaient mieux avec des profils comme Murray ou comme Bogdanovic.
peut-être qu'il va avoir des minutes qui vont plus s'adapter au line-up et du coup, ils vont plus laisser des minutes avec Trae Young et du coup un Clint Capella et trois wingmen sur leur côté pour du coup créer du spacing. Donc je pense que ça va beaucoup dépendre aussi de ça, comment Quinn Snyder a envie de les faire jouer. Mais pour moi, c'est pas déconnant de garder les deux. Et voilà, comme j'ai dit, il y a c'est des profils différents qui peuvent un petit peu optimiser les guards et les wings de différentes manières. Donc moi, j'aime plutôt bien cette idée de garder les deux et titulariser en fonction des besoins de la line-up ou de la match-up. Ouais, j'aime bien ce que tu dis. C'est pas parce que tu passes au Kongu au titulaire que tu as besoin de trade Clint Capella dans la foulée. Il y a possibilité de garder les deux et de faire des line-up différentes. On parlait donc du poste 5, mais il y a aussi une question qui se pose sur le poste 4, parce que dans ce roster, il n'y a pas de réel ailier fort au sens un peu traditionnel du terme. Il y a Jalen Johnson qui était, je crois, rookie ou sophomore l'année dernière, et donc qui avait montré de belles choses. Est-ce qu'il en a montré assez pour se montrer tout de suite parmi les joueurs de rotation importants de l'équipe? En tout cas, Quinn Snyder avait l'air de penser que ça pouvait l'être parce que après son arrivée, il a quand même connu une hausse de son temps de jeu, notamment sur la toute fin de saison. J'ai pas exactement trop monitoré la chose en playoff, donc Azad peut-être me complétera là-dessus. Après, dans le profil, il y a surtout un manque au shoot. Peut-être c'est peut-être ça qui l'empêchera peut-être un petit peu d'avoir ce poste-là en tant que titulaire. Mais sinon, dans le reste, notamment défensivement, ça peut être un apport intéressant. Et peut-être que si on essaye d'améliorer ce qu'il y a à améliorer dans cette équipe d'Atlanta en premier lieu, c'est-à-dire la défense, peut-être que c'est celui qui, on va dire, peut amener le plus de choses. Est-ce que c'est suffisant? Ça, je sais pas. On va dire que c'est peut-être le moins pire aussi, voilà, plus dans ce sens-là. Ouais, est-ce que c'est pas Saddiq Bey finalement qui va prendre ce rôle, et donc on va retrouver une équipe des Hawks avec un vrai spacing et un vrai shooter, du coup à la place de Collins, qui va permettre d'ouvrir un peu plus les pénétrations pour Trae Young et pour Dejounte Murray. Saddiq Bey qui a été récupéré à la trade deadline l'année dernière et qui s'est montré assez intéressant avec Atlanta Azad. Ouais, moi j'aime beaucoup leur profil d'ailier en fait. Que ce soit Hunter, Saddiq Bey ou Jalen Johnson, ils vont apporter des choses vraiment différentes. Saddiq Bey, c'est peut-être le plus complet, et encore ça va manquer un peu de passing. Là où Hunter, c'est plus défensivement vraiment qui va faire une grosse différence et sa capacité de finisseur. Et Jalen Johnson, il est plus dans un rôle de connecteur. Il le fait très bien, il a des très bonnes coupes. Du coup, en fait, il va créer du spacing d'une autre manière que des purs shooters à 3 points. Ça va être par son mouvement et par sa capacité à faire des coupes dans le dos de la défense. Justement, les cuts à 45 qui sont très durs à effectuer dans le bon timing. Et en plus, il est capable de redistribuer le ballon sur ce genre d'action et du coup de faire ce rôle de connecteur. Mais aussi de finisseur, il a une grosse détente. Il a une pression. En fait, il peut générer de la pression au cercle. Saddiq Bey, lui, ça va être un rôle un peu plus, voilà, disons un rôle un peu plus complet. Il prend beaucoup de ses shoots à 3 points, c'est la moitié, mais il a quand même une fréquence au cercle et au niveau du tiers de ses shoots, donc il va être capable d'apporter un peu plus de tout. Le seul problème un peu de ça, c'est qu'il n'y a pas un profil, il y a pas un profil qui englobe tout. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que si tu prends Saddiq Bey ou DeAndre Hunter, tu vas sacrifier un petit peu de complémentarité offensive et de connectivité. Là où si tu gardes Jalen Johnson, tu prends plus de connectivité, tu vas avoir un jeu peut-être un peu plus collectif avec plus d'options et plus de mouvements, mais du coup tu as moins d'options au shoot. Et après, Saddiq Bey défensivement, c'est pas non plus forcément un joueur qui est toujours très concerné et très fort sur l'homme, là où Johnson est un meilleur défenseur collectif qui va avoir une bonne connaissance de ses rotations, là où il doit se passer, et Hunter va être un bon défenseur sur l'homme. Donc en fait, encore comme pour Okongu et Capella, ça va être un peu des vases communicants de quoi tu as besoin en fonction de avec qui ils vont jouer et ce que tu vas avoir en face. Mais c'est un effectif qui est très flexible et je pense qu'un coach malin comme Quinn Snyder va savoir en fait l'optimiser. Donc c'est plutôt chouette. Je pense que ça va être une équipe qui va être intéressante à suivre parce que c'est un peu une ambiance on ne sait pas trop les line-up à quoi elles vont ressembler.
comment ça va tourner même en termes de minutage et en plus ils ont des assets pour faire des transferts si jamais ils voient que ça marche pas ou qu'il y a des choses qui marcheraient bien et des choses qui marchent pas et donc pour pouvoir corriger ça au fur et à mesure. Donc c'est plutôt chouette. Je sais que c'est pas forcément des grands intellectuels, les mecs qui ont repris le GM et le fils du propriétaire. Enfin, je sais pas, il y a une espèce d'embargo bizarre de je sais plus exactement qui prend les décisions, mais c'est pas très clair. On a pu le voir dans le trade des gens de Temeray, mais à voir comment ils vont gérer ça dans le futur. Mais ça va être intéressant à suivre quand même toute cette gestion de joueurs qui peuvent être titulaires comme en fond de banc au final. Effectivement, c'est une belle mixité dans l'effectif et pas mal d'options du coup en termes de line-up, c'est assez intéressant. Guillaume qui force avec Sadik B qui se donne du mal et qui va faire mal, voilà. Un peu facile. On n'a pas parlé encore quand même du gros sujet de cette preview. C'est l'association Dejounte Murray-Trae Young qui ne matche pas très très bien. J'ai noté les WOWI, les fameux With or Without You des deux joueurs. Donc on a Dejounte et Trae Young ensemble, c'est moins 0,3 de net rating avec une attaque et une défense à 117 points pour 100 possessions. Donc une plutôt bonne attaque mais finalement une mauvaise défense. Dejounte sans Trae Young, on est là à moins 1,7 de net rating avec une attaque à 114 et une défense à 116. Et quand on met Young sans Dejounte, on a 3,3 de net rating avec une attaque élite à 119 et une défense toujours pas très bonne mais quand même meilleure à 115. Comment on peut expliquer le fait que ça ne matche pas très bien entre les deux N5 ? Déjà, il y a eu 2 temps dans la saison, malgré tout, avec avant l'arrivée de coach Snyder et où c'était en fait l'ère de Nate McMillan qui continuait, qui était déjà critiqué par le passé pour son manque d'inspiration parfois. Alors peut-être à tort, parce que bon, quand tu as Trae Young, effectivement... la manière naturelle de l'employer, c'est autour de l'héliocentrisme, mais du coup, ça posait un beau challenge pour lui. Ça a été compliqué, c'est-à-dire que on était dans quelque chose d'extrêmement obsolète et d'extrêmement statique en termes d'attaque, de schéma offensif, où en fait l'un et l'autre l'un après l'autre en tout cas, c'est-à-dire que c'était à toi à moi. D'abord, Trae Young lance un pick and roll classique avec les 3 autres qui sont derrière la ligne à 3 points pour faire du spacing, même si voilà, encore une fois c'est très obsolète cette manière de penser. Et puis et donc du coup avec une menace qui s'annulait dans le sens où tout de suite en fait Trae ou Dejounte dans un corner en statique, ça n'a plus beaucoup de valeur. Et donc du coup c'était quelque chose de très contre-productif en fait ce duo en début de saison. Ça a été un petit peu mieux avec Snyder ensuite. En fait, disons que ce qu'il faut à cette équipe pour que ça puisse marcher, c'est du mouvement en dehors, à l'opposé du pick and roll, ou même en dehors tout simplement du pick and roll, ou des façons de créer du spacing ou de créer des mouvements qui vont écarter les défenses ou mobiliser les défenses ailleurs que sur l'aide du pick and roll pour justement l'empêcher et pour laisser le pick and roll se faire comme il faudrait. Il y a pas mal de choses à imaginer dans ce cadre-là, en tout cas. Après, ça demande aussi une chose, c'est peut-être que les 2 joueurs s'améliorent sur leur capacité off-ball. C'était déjà une critique qu'on avait faite pendant le trade, avant le trade, et après parce qu'on n'avait pas l'impression que ça puisse matcher à cause de cet élément-là. Et effectivement, ça a été problématique, notamment Trae Young qui... Je préfère quand c'est Dejounte à la limite qui a le playmaking et qui décale. Que c'est. C'est ça, que c'est très vers Dejounte Murray, pardon. Je préfère quand c'est très qui a le ballon et qui va décaler vers Dejounte Murray plutôt que l'inverse, parce que Trae Young, le problème c'est que quand Dejounte Murray crée un décalage et qu'il reçoit le ballon, alors il y a la menace en catch and shoot potentielle, certes. Bon, c'est un petit peu, je trouve, minimiser l'impact que devrait avoir un Trae Young. S'il devient qu'un simple catch and shooter, autant le stagger et le mettre plus loin, puisque autant avoir un meilleur shooter à la limite. Enfin, c'est pas l'utiliser à son maximum. Et s'il part en fait sur le drive ou quoi, il marque toujours en fait un temps d'arrêt qui a tendance à casser un petit peu le décalage créé en fait par Dejounte Murray en premier lieu.
Et donc, il y a quand même beaucoup d'évolutions potentielles à imaginer et surtout à demander à Trae Young pour qu'il soit vraiment viable off-ball. C'est un petit peu moins, c'est un petit peu moins vrai l'inverse avec Dejounte. Malgré tout, voilà, on le savait. C'était une critique qu'on avait après le trade de la complémentarité entre les deux. Il y a une part qui était du duo coaching et que peut-être Snyder réussira à régler. Je pense qu'on n'aura jamais un duo qui sera absolument optimisé et parfait. Ça peut au mieux se compléter à peu près ou ne pas trop se marcher dessus ou être un petit peu correct. Et au pire, ce sera comme ça pouvait l'être maintenant. Mais en se rappelant quand même que la problématique de cette équipe d'Atlanta, en plus de la régularité qu'ils n'ont pas, c'est certainement pas l'offense, puisque malgré tout ça, ils ont réussi à avoir un très bon offensive rating cette année. Ils devraient continuer. Et par contre, en défense, ça, c'est plus problématique. Est-ce qu'ils sont assez bons en attaque, en fait? Parce que moi, c'est pas leur problème. Enfin, tu vois, le problème qu'ils soient pas très bons en défense, ça m'inquiète moins presque qu'ils soient. En fait, pour moi, ils sont pas assez forts en attaque et c'est vachement lié du coup à. C'est vachement lié à ce duo. Et je me demande si une des meilleures choses à faire, c'est pas d'arriver à faire gagner de la valeur un peu à des gens de Temeray pour pouvoir l'envoyer ailleurs, quoi. Parce que, enfin, tu vois, d'avoir le deuxième joueur qui a le plus gros usage derrière Trae Young qui a 32% sur ce catch and shoot à 3 points, quand on sait le taux de création et tout ce qu'il peut offrir en catch and shoot, Trae Young, c'est genre juste. C'est pas bien exploité Trae Young, en fait. C'est un peu dommage d'arriver à ce point-là, à pas comprendre l'intérêt et l'utilité d'un joueur et savoir comment l'optimiser. Donc pour moi, en fait, la défense, c'est pas problématique. Enfin, elle est pas bonne, la défense, hein, je dis pas le contraire. Mais tu peux pas avoir une défense élite, difficilement avoir une défense élite avec l'effectif qu'ils ont actuellement. Par contre, tu pourrais avoir une attaque qui est bien meilleure. Et en fait, tu vois un peu à la Sacramento Kings qui joue plus pour marquer plus de points que les autres plutôt que de vouloir avoir une bonne défense. Pour moi, ça devrait être un peu la même philosophie de on va vous fumer sur la pace, sur la variance à 3 points parce qu'on a des bons shooters aussi, et on va vous punir sur tout ça. On peut avoir des systèmes agressifs défensivement qui vont engendrer de la transition. Mais pour moi, c'est pas grave qu'ils aient une mauvaise défense. Pour moi, c'est juste qu'ils sont pas assez genre élite en attaque pour pouvoir justement avoir ce night rating qui va les faire passer au-dessus et qui leur permettra justement de pallier à cette mauvaise défense. Ça dépend de quel point de vue tu te places. Si tu te places en termes purement RCR, en disant qu'il faut sortir de ce plafond de Mm. play-in, oui, pourquoi pas. Si tu veux aller plus loin, c'est-à-dire comme il semble le faire, vouloir prétendre à quelque chose en play-off, bah clairement non en fait, parce que tu pourrais être élite offensivement et toujours autant à chier en défense comme ils le sont, bah que ça t'améliorera pas en fait tes ambitions en play-off. Et c'est aussi oublié, je pense qu'ils l'ont fait, ce dont tu parles quand justement il n'y avait pas des gens de Temeray, etc. Et c'était pas bon non plus en fait. Enfin, c'était pas suffisant non plus en fait. Donc, je peux comprendre ce que tu dis et en même temps, en fait, je trouve que la comparaison avec les Kings, par exemple, elle peut pas se faire dans le sens où l'orientation en termes de franchise plus globale, on n'en est plus à ça en fait. On n'en est plus à essayer en fait d'être élite en SR et voir après ce que ça donne pour comment on passe des steps en playoff. C'est que le projet est plus avancé que ça, a pris plus d'avance que ça et que du coup, là, l'idée, c'est quand même d'ambitionner un petit peu plus, et donc du coup, il faut commencer à réfléchir ce problème défensif, en fait. À mon Pourquoi tu sens. trouves que le projet il est plus avancé à Atlanta qu'à. Non, non, en termes temporels. Ouais, mais En pourquoi termes il serait. temporels, non, en termes temporels, deux, en fait, ils ont déjà fait ces steps-là, en fait. Les Kings, ils reviennent de trouver les playoffs. C'est pas du tout, c'est un moment de confirmation et tout. Ils sont pas en mode, alors Ouais, que, alors qu'il y a déjà eu trois campagnes de playoffs, etc., dont une qui leur est montée à la tête du côté d'Atlanta. Et aussi sur l'aspect, ils ont déjà fait du triangle solo en héliocentrisme de ouf avec la meilleure attaque de la ligue. Et pour autant, ils étaient quand même dans les mêmes eaux
de SR, et ils étaient quand même limités, et ils avaient quand même des problèmes. Et aussi autre chose, un gap défensif, c'est-à-dire que moi, j'attends pas à ce qu'ils deviennent élites, en fait. C'est-à-dire que l'amélioration défensive, c'est pas... là, ils sont dans les 5 dernières équipes. S'ils sont, ne serait-ce qu'ils quittent le bottom 10, s'ils arrivent à être approcher la 15e place, déjà, c'est tout autre. C'est tout autre. L'idée, c'est pas de leur dire il faut que vous soyez top 10 defense. Mais tu vois, pas étape par étape, à mon sens. Alors qu'on salue Tom dans le chat. Yulet Team, pas faire un coucou, ça fait très plaisir. Big up à vous et shout out à Jordan, le cofondateur. Merci Tom, tu as bien raison et tu fais bien de me rappeler le shout out cher à Guillaume, bien évidemment. Azad, t'avais encore un truc à rajouter sur ce triangle déjointé, sur la défense aussi éventuellement? Oh non, moi déjointé vraiment. Je comprends toujours pas comment c'est. Non, c'est le joueur, je trouve rien d'exceptionnel. Hein. Mais à part sa défense, bon, je pense pas que ce soit bien utile. Enfin, je veux dire, c'est pas avec un arrière défensif que tu vas faire step up ta défense. Tu vois à quel point c'est utile d'avoir été chercher des gens téméraires. Et tu vantais les mérites des pivots qui, eux, défensivement, valent le coup. Bon, c'est pas non plus. Par contre, les pivots valent le coup. Tu vois, je prends Wendell Carter Jr. bien avant les deux, par exemple. Que ce soit défensivement ou offensivement, d'ailleurs. Donc, c'est pas non plus ils apportent de la défense, de la protection de cercle légèrement meilleure que la moyenne, mais c'est pas non plus des mecs qui sont prétendants All-NBA Defensive Team. Donc, bon. Et peut-être que Onyeka Okongwu a plus d'ailleurs le potentiel que Capella, qui est plutôt sur la phase descendante et qui a jamais non plus été un protecteur de cercle élite. Mais clairement, ça sera plus par l'intérieur qu'ils feront ce step-là. Peut-être que la perte de John Collins les aidera aussi défensivement. Rien que ça, si ça se trouve, ce sera rien que de les avoir envoyés pour des grandes flex, ça va leur apporter défensivement. Peut-être que d'avoir un 5 qui pourra plus s'apporter à du switch hall. Tu vois, par exemple, on parlait de complémentarité. Bon, offensivement, Dejounte Murray, je sais pas ce qu'il lui faut pour l'optimiser parce que je sais pas comment optimiser un mec comme ça avec un ballon. Par contre, défensivement, c'est vrai que sur un 5 où tu vas aligner donc les 3 wingmen dont on a parlé, plus Onyeka Okongwu, plus Dejounte Murray, défensivement, ça peut être franchement casse-couille. Tu vois, tu laisses par exemple un Bogdanovic peut-être comme weak défenseur un peu sur le poste arrière et tu rajoutes Dejounte Murray, Jalen Johnson, et Onyeka Okongwu, Dejounte Murray. Et du coup, il te reste que l'ami Bogdanovic un peu comme défenseur faible. Tu vois, ça peut être intéressant comme ça. Mais du coup voilà. Pour moi, si par la défense, ils veulent progresser, ce sera plus par l'intérieur. Mais ça va pas. C'est pas parce que tu mets des gens téméraires à côté de Trayon que tu vas devenir qui va devenir meilleur. Théo était très intéressant, l'analyse de Théo que faisait Théo dans la preview. Donc on vous invite à la lire. Vis-à-vis de Dejounte Murray sur la défense du point of attack, et il parlait des schémas justement des Hawks vis-à-vis de ça, avec le fait que c'était très souvent doublé en fait à l'extérieur, et donc du coup alors que du coup en fait ça perdait en valeur parce qu'en fait ça permettait en fait aux attaquants d'attaquer sur finalement un maillon faible, c'est-à-dire l'autre personne en plus de Dejounte Murray, et donc du coup de passer un rideau aussi très rapidement, et finalement en fait de n'avoir plus aucune aide si ce n'est celle au panier, et donc du coup de découvrir énormément la défense. Je vous invite vraiment à aller lire l'analyse de Théo qui est très intéressante dans la preview. Et ça, lui il dit en fait faire confiance déjà à Murray comme seul point de défensif sur le point of attack, ça pourrait être intéressant pour justement ne pas se découvrir sur les aides derrière. Donc ça peut être une amélioration du côté d'Atlanta qui va être intéressante à regarder à ce niveau-là. Bien sûr, Azad avait raison quand il rappelle le fait que un seul défenseur au point of attack ne permet pas d'améliorer tant que ça une défense. Néanmoins, si en plus de ça, les schémas changent, que derrière le personnel défensif est un petit peu meilleur, moi je suis assez d'accord avec Tom vis-à-vis du poste 4, et si Azad vantait le mérite de pouvoir switcher entre différents postes au poste de 4 selon les besoins, ce que je trouve très intéressant. J'irai jamais contre cette optique. Je pense qu'effectivement, mettre celui qui est le plus à même défensivement, ce sera certainement la clé pour essayer, au moins tenter, au moins collectivement, d'avoir une meilleure défense. Et après, c'est beaucoup aussi, on le sait, chez ces Hawks-là aussi, de l'envie, puisqu'il y a aussi pas mal
Le résultat qui résulte juste du fait que les joueurs n'en ont rien à foutre, hein, certaines fois, d'être sur le terrain, très, très clairement. Il y a Tom qui dit aussi B, le pari logique vu qu'il est le plus apte à reprendre le rôle de Bogdanovic époque Jazz dans le système Snyder. C'est vrai qu'il a un peu ce profil-là. Et un joueur qu'on n'a pas mentionné mais dont j'avais envie de parler un petit peu, c'est AJ Griffin. Ah bah voilà, Tom le mentionne aussi dans le chat. Lui il dit qu'il tire beaucoup trop. Mais il tire bien. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime plutôt bien ce qu'il a pu apporter à Z. Je parle un petit peu. Oh bah c'est assez limité, hein. Ça reste il a joué que 1300 minutes cette saison, donc il a fait 70 matchs. Et en fait, moi, j'ai un peu découvert le joueur parce que quand tu regardes les stats sur le NBA.com et que tu les tries par ordre chronologique, les joueurs, enfin par ordre alphabétique, c'est le premier qui ressort. Et au début, il est ressorti en premier, j'étais là, mais c'est qui lui? Et du coup, je suis allé un petit peu, c'est un peu comme ça que j'ai creusé qui était AJ Griffin. Et en vrai, c'est potentiellement un futur tireur d'élite, comme on pourrait appeler. Euh, je pense que ah bah tu vois c'est clairement un profil qui est vachement intéressant à côté d'un Trae Young, même si il peut avoir peut-être tendance un petit peu à trop appuyer sur la gâchette. Un mec qui a un aussi bon toucher au tir, donc tu vois on a des bons indicateurs, il est à 90% en lancer franc, il est à presque 40% à 3 points. Ça fait pas de mal pour apporter un peu du spacing parce que ça veut dire que c'est une menace de tous les instants, en tout cas quand il est sur le terrain à côté d'un porteur de balle qui peut le trouver en fait n'importe où sur le terrain. Et en plus, il a vraiment un rythme, enfin, il est bon à mi-distance. Il est à 50% sur les mi-distances. Et même au cercle, il arrive à avoir des finitions correctes. Donc en fait, c'est une menace permanente quand il est sur le terrain sans ballon parce que tu as un crayon qui peut le trouver à tout instant. Donc à voir comment ça peut tenir le coup défensivement. Mais le problème aussi, c'est que est-ce qu'il va même avoir les shoots pour vraiment se développer? Parce que du coup, là, on parle beaucoup de joueurs depuis tout à l'heure, mais en fait, il va pas y avoir énormément de shoots à récupérer. Une fois que tu en as distribué au rim runner, une fois que tu en as distribué à Bogdanovic, Murray et Trae Young, et Sadiq Bey et DeAndre Hunter, enfin, ça, moi j'ai un peu peur que ça, ils exploitent pas assez du coup justement son potentiel à AJ Griffin parce qu'il va être trop bridé par tout le talent entre guillemets qu'il y a du côté d'Atlanta. Du coup, qu'est-ce qu'on veut voir à Atlanta cette saison? De la défense, un petit peu mieux, on espère. Au moins des tentatives collectives intéressantes par rapport Ouais, notamment au choix du poste 4. complètement. Et essayer de mieux faire en sorte que le duo Trae Young Dejounte Murray marche un peu mieux. Voilà, ça pourrait permettre d'avoir une saison qui est un peu mieux que moyenne et d'éviter le play-in et éventuellement essayer de faire chier une équipe qui a l'avantage du terrain sur le premier tour. Messieurs, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette preview? Alors on peut citer Tom déjà, le jour du Media Day, Snyder a répété au moins 3 fois The Young Guys needs to defend. Oui, ce sera certainement un des. On espère en tout cas une des concentrations de Snyder, des points de concentration de Snyder. Moi, peut-être juste une petite chose, je voulais rendre hommage à la description qu'a fait As de Jane Johnson, qui m'a drôlement donné envie de regarder le joueur si jamais il était mis en avant au poste 4. Je trouve du coup, même s'il est jeune, que je pense que c'est un jeune vraiment à privilégier potentiellement. Parce que je pense que en plus, de par son aspect de connectivité dont tu parlais, Azad, je pense que c'est aussi un joueur qui peut un petit peu faire sortir et Trae Young et Dejounte Murray de leur difficulté de complémentarité sur le terrain, puisqu'on avait dit que ça manquait hein, justement en termes de spacing, de mouvement off-ball, etc. pour justement rendre le pick and roll à toi, à moi des deux. Voilà, donc je me dis, voilà, c'est ça, je trouve que ça fait sens en plus. Malgré la petite faiblesse au shoot, ça va être peut-être ça qui cassera le truc, mais je me dis que peut-être offensivement, ils sont assez bons, les Hawks, pour le gérer, et Snyder de le mettre dans des schémas qui le mettront en valeur et qui cacheront un petit peu cette problématique. Et je me dis que si c'est celui le plus défensif des options qu'il y a, notamment pour garder DeAndre Hunter au poste 3 et le garder en termes d'options offensives sur le terrain, je me dis que ça peut être pas mal. J'espère voir cette option-là développée par Atlanta et Snyder. Franchement, ouais, c'est comme j'allais dire ce que D'Antoni disait, c'est il a très bien joué au premier tour.
Et en fait, c'est un bon complément. Et là où Tom avait raison aussi, c'est que en fait, le problème, c'est même pas au-delà de sa faiblesse au tir, c'est qu'il en prenne pas. Et du coup, c'est vrai que c'est le seul truc qui peut être problématique, c'est s'il tente pas en fait ces shoots-là et qu'il apporte pas un petit peu la différence là-dessus. Même s'il a des très bonnes coupes, qu'il a vraiment ce fil pour être un bon connecteur, bah, il pourra pas vraiment optimiser ça s'il n'a pas les espaces devant lui pour attaquer ne serait-ce qu'un close-out. Enfin, s'il coupe dans le vide parce que juste il n'y a personne qui défend sur lui, ça va pas avoir le même impact que s'il est suivi loin du ballon. Donc oui, il y a vraiment un besoin de qu'il suive un peu plus qu'il ose un peu plus tirer. C'est pas non plus et peut-être que ça viendra au fur et à mesure du temps, mais je pense il y a quelque chose à aller chercher avec ce joueur qui a clairement un fil pour le jeu, que ce soit défensivement ou offensivement. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour de cette preview des Atlanta Hawks. Mhm. Je rajouterais peut-être juste que Trae Young est devenu un peu sous-estimé dans la ligue. Malgré la baisse d'efficacité sur la saison dernière, ça reste un des meilleurs playmakers de la ligue et c'est assez rare pour le souligner. Enfin, le profil d'un playmaker est assez rare pour le souligner.